Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler des 6 briques de la performance, en tout cas une des 6. Donc après avoir vu la technique, la tactique, le physique, donc on passe au psychique. Donc pour rappel, notre corps va intervenir dans deux domaines, dans deux briques, le physique et la technique, et notre esprit dans donc la tactique et le psychique. Ça va être l'objet, le psychique de cette vidéo. Alors, on va partir de définition. Donc, cette brique-là, on l'appelle plus souvent le mental. En fait, c'est la gestion des émotions au service du sportif pour arriver à un état modifié de la conscience. C'est-à-dire, effectivement, en compétition ou en phase d'entraînement, on a un certain état de conscience et on veut essayer de plus ou moins le contrôler, en tout cas de le modifier, le changer afin que le mental soit moins présent et soit moins limitant en fait. Donc ça passe par une gestion des émotions, c'est toutes les émotions qui vont intervenir, tous les ressentis qu'on va avoir qui vont donc modifier notre corps et avoir des répercussions sur notre corps. Donc on parle beaucoup de préparation mentale, enfin du moins ça devient de plus en plus développé. La dimension mentale a été pas mal développée ces dernières années. Donc plus dans les sports collectifs, dans les sports individuels peut-être un peu moins, ça commence à venir dans le tennis. Donc qu'est-ce que c'est en fait la préparation mentale? Donc c'est la partie psychologique, donc c'est le versant psycho-affectif de la préparation d'un athlète. Donc c'est aider l'athlète à mieux aborder la compétition, à supporter le stress, à le galvaniser, à utiliser ses propres atouts compte tenu de sa personnalité. Donc c'est une définition qu'on peut retrouver dans les dictionnaires les plus classiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour moi, l'interprétation que je vais en faire, c'est que en fait, c'est devenir son propre coach pendant la compétition. Donc c'est-à-dire comme si on avait une petite voix qui se détachait, donc une espèce de l'ange ou le démon là, qui se détache de notre corps et qui est capable de nous analyser, donc on s'auto-analyse et de nous guider, comme si on avait un coach en match par équipe, donc qui peut nous suivre et qui peut nous replacer sur les bons rails. Et en fait, finalement, quand on y réfléchit, le mental, c'est quelque chose qui va surtout briller par son absence. C'est-à-dire lorsqu'on a des pensées qui vont intervenir, qui vont parasiter notre conscience, en fait, le mental va être plutôt quelque chose de limitant. Et il va falloir en fait essayer de le contrôler dans le sens où éviter que ce mental, enfin tout ce qui va venir du cerveau, puisse parasiter en fait tout ce qu'on sait faire. Et intervenir du coup sur la technique, la tactique, également le physique, parce qu'un excès de stress va entraîner un état de surexcitation, donc un problème de récupération, enfin bon, donc tout un tas de conséquences qui vont être induites par un mental un petit peu trop présent. Donc c'est ce qu'on appelle le lâcher prise, c'est un petit peu laisser jouer en fait, ce qui veut dire que le mental justement, il faut essayer un petit peu de pouvoir le mettre de côté. Alors, en fin de compte, si on regarde bien, ces derniers temps, on a vu plusieurs joueurs après un match qu'ils avaient pu remporter dans des conditions difficiles, mettre le doigt sur la tempe, comme Wawrinka à Roland Garros quand il a gagné. Tsonga aussi quand il est arrivé donc jusqu'en quart ou en demi-finale de Roland Garros, et également Djokovic à l'US Open après sa rencontre contre Federer où le monde entier était contre lui. Et donc il a fallu qu'il fasse une belle preuve de solidité de mental pour pouvoir combattre l'adversité et pouvoir résister à cette pression extérieure. Donc le caractère mental est forcément une dominante, enfin en tout cas une brique essentielle. Et donc ça a été pas mal travaillé par beaucoup de joueurs professionnels. Donc, en fait, ça va intervenir dans quoi? En fait, ça va intervenir. Alors, le mental, pour moi, je le garde surtout dans le côté pendant la séance, en fait. C'est pour ça que j'ai appelé la brique le psychique, parce que ça va intervenir aussi en dehors des séances. Donc, ça va parler de la souffrance ou de bien-être psychologique, bon, notamment après une rencontre gagnée ou perdue. Ça va parler de la concentration, donc la capacité à pouvoir se focaliser. Donc notamment certains joueurs parlent de focus psychologique, ce qui va des fois amener à ce qu'on appelle un état de grâce. Donc c'est où on dit plutôt être dans sa bulle.
Et ça n'agit pas que pendant la compétition, ça agit aussi en dehors de la compétition. Et donc ça va traîner une certaine mentalité, en fait, un certain état d'esprit, qui va en fait avoir des conséquences pendant les séances d'entraînement de compétition. Donc parce que pendant les séances, il y a des émotions qui vont intervenir, qui vont parasiter un petit peu notre cerveau. Il y a le stress qui va intervenir, donc on peut apprendre aussi à le gérer, tout ça. Enfin, les émotions et le stress, c'est même les grands joueurs le connaissent. En fait, c'est qu'ils ont simplement appris à le gérer. C'est un joueur pro qui le disait, je crois que c'était McEnroe. Donc les émotions, on les a, c'est simplement que les grands champions apprennent à le gérer. Ensuite, peut intervenir de la colère. Donc, alors, cette colère-là, si on peut essayer de déceler les sources, donc comprendre d'où elle vient, qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous affecte, qu'est-ce qui fait qu'on est touché par un certain événement, donc en prendre conscience fait qu'on va mieux le comprendre et surtout mieux essayer de le canaliser. Alors, après, il y a des techniques, respiration profonde, on verra ça un petit peu tout à l'heure. Le niveau énergétique aussi qui va intervenir, c'est-à-dire que c'est comment dire, notre état d'esprit et notre capacité à bouger, il y a des gens qui restent très calmes, d'autres qui ont besoin d'excitation pour pouvoir être dans une situation optimale. Donc c'est ça qu'on appelle le niveau énergétique. Il y a une espèce de curseur à déplacer, c'est de voir vers quel côté on doit tendre. Côté calme, côté excité, sans être forcément surexcité. Mais c'est le niveau énergétique et donc est un paramètre essentiel. Donc vous avez toute la motivation aussi, l'engagement qu'on y met dans son activité qui va forcément être donné un espèce d'état d'esprit et donc de donner des résultats plus ou moins intéressants. Et aussi tout ce qui est le progrès va faire qu'on va prendre conscience de ce que j'appelle le progrès entraînant, c'est-à-dire c'est une spirale positive, qui va forcément entraîner un état d'esprit qui va être plus positif, donc une implication qui va être plus importante, et donc ça dépasse le mental dans la compétition là. On est vraiment dans le côté psychique, mais finalement à chaque instant et tout le temps, et même surtout en dehors des séances. Alors, on parle de bulle de concentration, j'avais parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est et comment on peut essayer de le matérialiser un petit peu, de visualiser. Justement, la visualisation mentale est une bonne approche. Donc, en fait, on parle bien de bulle de concentration, donc on va partir d'une image d'une bulle et essayer de comprendre ce qu'on va y mettre. En fait, il faut en avoir conscience. Et en fait, on a des événements extérieurs, donc des attitudes de partenaires ou de parents ou du public ou des attitudes du joueur, des réactions des arbitres, enfin, ou des fautes d'arbitrage par exemple, qui font que on va avoir en fait des attaques psychologiques qui vont venir fragiliser cette bulle. Et donc, tous ces paramètres extérieurs, je les appelle des flèches, donc ils vont percer la bulle, alors petit à petit, pas forcément du premier coup, mais le problème c'est qu'on va avoir une quantité de flèches déterminée selon les personnes, qui va être plus ou moins grande. Et c'est là où il faut essayer de mettre en place des pansements psychologiques, c'est essayer là où les flèches ont fait des trous, c'est essayer de les reboucher en fait, c'est pour ça que parle ça de pansement, et pour avoir une résistance, c'est que cette bulle est une résistance un peu plus grande. Donc ça demande de se connaître, et dans le mot connaître, on a co et naître, donc c'est-à-dire il y a une naissance mutuelle, donc co pour deux personnes, donc il faut se connaître soi-même en fait, et donc il faut apprendre à prendre de la distance et à se comprendre justement, à s'analyser, à pouvoir prendre du recul, comme si on avait une deuxième personne à côté de soi qui nous coachait. Et donc c'est le rôle que pourrait prendre un entraîneur avec un joueur. Donc il faut que l'entraîneur connaisse le joueur, donc presque en deux mots, co et naître, pour que ces deux personnes-là puissent effectivement former un duo qui va être performant. Alors, pour ça, on peut avoir des paramètres, essayer de trouver un moyen de pouvoir mieux gérer tout ça. Donc c'est ce que j'appelle le tableau de bord psychique, donc où on va rechercher l'équilibre. En fait, on a forcément des paramètres qui, s'ils sont trop élevés, ça va pas aller, s'ils sont trop faibles, ça va pas aller non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut rechercher le juste milieu, l'équilibre. Donc un tableau de bord. Alors dans ce tableau de bord, on peut y mettre différents paramètres, comme par exemple la motivation. Donc
Il faut pas être sous-motivé, sinon bah, on va rien faire sur le terrain. Il faut pas être surmotivé, sinon on va rajouter du stress, on va vouloir avoir des attentes qui sont trop élevées. Donc il faut arriver à être dans la zone verte là. Donc j'ai pris 7 pour 7 jeux d'un set, et surtout un nombre impair pour éviter d'avoir une note médiane. Là vous êtes obligé de basculer soit d'un côté, soit de l'autre. Ce qui force un peu à pousser la compréhension de soi-même un petit peu plus loin. Et alors, donc, l'idéal, c'est être entre 3 et 4, mais après, il y a des gens qui vont avoir besoin d'être un note 5 sur 7, d'être très très motivés pour avoir une certaine excitation, et d'autres qui vont chercher au contraire de descendre à 2, donc pour avoir un certain détachement. Donc ça veut dire qu'en fait, la note idéale, elle dépend de chaque personne, en fait, elle n'est pas imposée, c'est pas forcément 3 ou 4. Elle dépend de chaque personne parce que chaque personne va avoir un répondant bah, selon la place du curseur en fait. On peut multiplier donc les paramètres comme la confiance en soi, comme la concentration, comme la combativité, la maîtrise de soi, et on pourrait multiplier. Il faut que ce soit des paramètres qui parlent à la personne, qu'elle puisse s'auto-analyser donc et que ce paramètre-là, elle le comprenne bien. Donc on peut continuer comme ça. Donc ça demande une recherche personnelle, forcément, une discussion avec son entraîneur, avec son entourage, pour essayer de voir quels sont les paramètres les plus pertinents et surtout les plus facilement mesurables par la personne, et notamment en match. Donc c'est pas forcément facile de se mesurer en match. Pour essayer de mieux se chercher, mieux se comprendre, de voir où on se situe plus facilement. Alors, les solutions. Alors, elles sont diverses, mais en fait, elles vont toutes arriver au même résultat, en fait. Vous avez la PNL, donc vous avez la sophrologie, vous avez le yoga. Donc, le yoga, justement, dans sa définition, yo, c'est donc corps et esprit, ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, ça veut dire joindre corps et l'esprit. Et donc toutes les formes de relaxation, de choses comme ça, vont permettre de rejoindre le corps et l'esprit, faire en sorte qu'il ne reste plus qu'un. La visualisation mentale en est une aussi. Alors, il y a des techniques par contre qui sont au niveau de la respiration. La respiration, c'est quelque chose d'essentiel. On respire 15 000 litres d'air par jour, je crois. Et surtout, ça va entraîner des mouvements au niveau du ventre qui contient énormément de neurones, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que le cerveau qui contient des neurones. Et donc, au niveau de la respiration, on peut avoir différentes techniques. Par exemple, le ratio 1 sur 2, c'est-à-dire que 1, on inspire, et pendant un temps, on inspire, pendant 2 temps, on expire, c'est-à-dire qu'on va souffler plus longtemps qu'on absorbe de l'air. Ça va faire quelque chose comme ça qui va être et le fait d'expirer plus longtemps, ça donne l'impression qu'on a un ballon qui va être dégonflé plus longtemps qu'il n'est gonflé. Donc au fur et à mesure qu'on répète, on fait ça entre 5 et 10 fois, ben, en fait on a comme un ballon qui va petit à petit se dégonfler, et ça va être le niveau de stress, niveau de colère qui va petit à petit descendre. Donc on peut faire l'inverse pour dynamiser. C'est-à-dire qu'on va inspirer longtemps, pendant 2 temps, et souffler pendant un seul temps, de manière brève. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Donc ça donne l'impression que finalement on a le ballon qui va à chaque fois être gonflé un petit peu plus. Et donc le niveau énergétique va être un peu élevé à chaque expiration. Donc on peut respirer comme ça plusieurs fois. Donc c'est notamment un besoin quand on a besoin de se relancer pendant un match où on est un petit peu fatigué, on a eu une baisse un petit peu de régime. On va essayer de se dynamiser, retrouver un élan. Et donc on peut utiliser cette technique 1-2. Ou 2 d'ailleurs. Ensuite, pendant les séances, donc il y a des routines psychologiques qui vont forcément intervenir. En fait, on joue dans 1 heure, sur un match d'1 heure, on joue en fait un quart d'heure, 20 minutes. Donc il y a énormément de temps de pause, et ces temps de pause font partie du jeu, parce que c'est là où justement il y a la partie psychologique qui va intervenir, et il faut faire en sorte de la canaliser. Donc vous avez des routines, chacun peut trouver des routines post-point, donc c'est-à-dire faire des petites habitudes après le point. Donc c'est comme remettre ses cordes, c'est comme tourner sa raquette dans la main, c'est comme se retourner dos au filet. Et vous avez les routines pré-point, où là on va se mettre juste avant de se mettre face à son adversaire, ou quand on est face à son adversaire, soit au service ou au retour.
on va avoir sa petite routine. Donc pour le service notamment, on va taper la balle par terre, on va souffler une fois, on va taper la balle un certain nombre de fois par terre. Enfin, on va faire des petites choses qui font qu'on va être bien prêt pour le point. Pour le retour, ça va être pareil. On va faire du balancement droite-gauche, sautillement sur place pour essayer de dynamiser. Et donc, on va réfléchir à sa stratégie de point. Et donc, il y a toute une routine comme ça qui fait qu'il y a des gens qui veulent prendre du temps, d'autres qui veulent enchaîner, qui veulent raccourcir le temps entre les points. Et donc, c'est individuel et ça demande effectivement un travail personnel. Alors selon le point perdu ou le point gagné, bah pareil, certains joueurs peuvent avoir des routines différentes qui font que il va falloir qu'ils fassent un reset, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils vident leur mémoire par rapport au point précédent, notamment quand c'est perdu, pour pas partir avec un côté un petit peu défaitiste et donc oublier le point perdu, mais également le point gagné, parce que sinon on pourrait être un peu en trop grande confiance, en surconfiance, qui fait qu'on va partir dans une mauvaise disposition dans le point d'après et risquer de le perdre en fait finalement. Donc cette gestion des temps morts, on va la retrouver finalement entre les points, entre les jeux, notamment quand il y a on va tourner au jeu impair, et également entre les sets, puisque là on va avoir 2 minutes de rotation, il va falloir repartir à zéro justement. C'est un peu l'avantage entre guillemets du tennis et ce qui fait sa beauté, c'est que même si on a gagné un set, c'est pas fini, on n'a pas gagné la moitié du match, hein, en tout cas, et donc on va repartir à zéro dans une nouvelle disposition, et c'est toujours difficile de démarrer un set quand on a gagné le précédent. Parce que finalement on a l'impression d'avoir acquis quelque chose et puis de se reposer un petit peu sur les lauriers, mais il faut repartir à l'attaque entre guillemets. Donc entre deux sets, il y a tout un travail psychologique également à faire. Alors il y a une nouvelle chose aussi, je suis tombé un petit peu dessus par rapport à des études psychologiques, il y a le pushing up. Donc ce sont des mouvements de relaxation. En fait, c'est des choses que en fait pas trop au tennis, parce qu'au tennis on est un petit peu réservé, il y a ce code où il y a de bonne conduite, ainsi de suite. Et le pushing up, en fait, c'est tout ce qui est fait de manière un petit peu bizarre, comme le boxeur qui va se taper sur la poitrine, qui va se taper sur la tête, ou les joueurs de football américains qui vont se mettre des coups de casque. Et c'est comme le haka, en fait, finalement, des rugbyman néo-zélandais. Ils ont des mouvements un petit peu au tir la langue, ils font des têtes de fou. Donc ça aide justement à évacuer pas mal d'émotions négatives et d'avoir ce rituel qui fait que pour dire qu'on va rentrer dans le match et en fait finalement c'est de la relaxation, même si ça a l'air agressif et si ça a l'air guerrier, en fait vous avez un état de relaxation qui va être mis en place et donc vous avez une évacuation de certaines choses négatives qui va se mettre en place. Alors on va parler un petit peu des zones psychiques. En fait, les zones psychiques qui vont permettre d'avoir un état d'apprentissage et surtout de croire un peu en ses objectifs. En fait, on a la zone de confort. On va imaginer ça par rapport à un escalier. On a la zone de confort où sur la marche où on est, donc c'est l'état habituel. Donc on fait ce qu'on sait faire, on est bien, on bouge pas, on est tranquille. Donc c'est pas comme ça qu'on va pouvoir évoluer en fait. Après, vous avez la zone d'apprentissage où on a des objectifs qui sont accessibles, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses à réaliser qui sont proches de ce qu'on sait faire, on se sent capable de le faire, donc on est dans une dynamique assez positive où on est dans de bonnes dispositions pour faire un peu plus que ce qu'on sait faire. Ensuite, vous avez la zone de peur. En fait, les objectifs deviennent difficiles. On commence à se dire, bah non, c'est pas dans mes capacités, je sais pas faire, donc c'est trop dur. Donc voilà, donc on commence à être dans une zone où on est un petit peu en retrait. Et on peut aller jusqu'à carrément la zone de panique, des objectifs complètement inaccessibles. On se dit que c'est des choses qu'on peut absolument pas faire, c'est n'importe quoi. Enfin, donc c'est complètement irréaliste. Et en fait, l'idée, ça va être de toujours arriver dans cette zone d'apprentissage où on a des objectifs accessibles, qu'on peut mesurer, qui sont atteignables, qui sont dans nos cordes, qui vont nous permettre de sortir de cette zone de confort et de pouvoir élever son niveau. On parle de performance, on ne parle pas d'être numéro 1 mondial, mais d'aller en performance. Et donc forcément, il va falloir essayer de progresser. Et donc de pouvoir monter cet escalier. Et donc une fois qu'on a monté cette première marche, on va avoir un nouvel objectif pour la deuxième marche, pour la troisième, ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que finalement la zone de panique qu'on pensait atteindre,
qu'on voudrait atteindre du premier coup, on se dit c'est pas possible, je peux pas faire sauter 5-6 marches d'un coup, et bien on va le faire en petits objectifs intermédiaires qui font qu'on va être dans des zones d'apprentissage progressif en fait, et qui fait qu'on va finalement réussir à élever son niveau sans trop s'en rendre compte, et puis sans prendre spécialement de risques. Alors, donc ce qui est toujours difficile aussi, c'est d'avoir un détachement par rapport au score. En fait, c'est le meilleur moyen de pouvoir trouver son niveau optimum. C'est toujours la question. Pourquoi j'arrive pas en match comme je fais en entraînement? Parce qu'en entraînement, on pense moins aux résultats, on s'impose moins de résultats et on s'impose simplement des moyens. Donc, technique qui est assez simple à réaliser, mais qui demande forcément de faire un effort sur soi-même et de prendre un peu le temps, c'est d'estimer, lorsqu'on réussit un match, qu'est-ce que c'est que réussir un match? Alors, en dehors du gagner, justement, en dehors du résultat de gain. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur Internet comme la propre victoire ou la victoire réelle. Donc, c'est quelle est sa victoire personnelle, en fait. Et donc forcément en bannissant le mot gagner. Donc ça va être peut-être de monter au moins une fois au filet, une fois par jeu. Ça va être de faire moins de 3 doubles fautes dans le match ou par set. Ça va être de bien traverser sa balle pour trouver de la longueur. Donc ça va être voilà, des choses qui font qu'on va être dans de bonnes dispositions et forcément le résultat viendra après, peut-être si l'adversaire n'est pas trop fort non plus. En tout cas, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pareil pour un match raté, qu'est-ce que c'est qu'un match raté? Donc en dehors du mot perdre, parce que perdre c'est le résultat. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour rater mon match? Est-ce que j'ai pas bougé? J'ai pas réussi à me détendre? Est-ce que j'ai pas pris suffisamment de temps entre les points? Est-ce que finalement je suis pas assez monté? Est-ce que j'ai pas bien joué? Est-ce que j'ai pas joué assez vite? Voilà. Donc qu'est-ce qui fait que pour vous votre match n'a pas été performant? Et donc ça c'est forcément personnel. Et performant donc par rapport à vous, hein, donc pas par rapport à l'adversaire. Alors, et donc tout ça, en fait, ça suit une ligne, en fait, une séquence qui est assez, qu'on peut voir régulièrement, qui est l'enchaînement pensée qui entraîne des émotions, qui entraîne une attitude et qui entraîne du coup un résultat. Sauf que moi j'y rajouterais une étape avant qui est la mentalité. En fait, suivant sa mentalité, son état d'esprit, donc qui est mentalité, état d'esprit donc de tous les jours, on va avoir des pensées conséquentes qui vont en dépendre. Et du coup, forcément les émotions et l'attitude. Alors, les pensées, en fait, elles viennent du cerveau et on ne peut pas faire autrement. C'est notre cerveau, c'est son travail, en fait, c'est d'avoir des pensées, des rêves. Donc, il y en a à peu près 10 000 par jour qu'on peut pas spécialement réduire. Elles sont là, on est toujours à penser à faire une chose, dire quelque chose, à penser à faire plein de choses, tout ce qui passe par la tête toute la journée. Et du coup, ça va entraîner des émotions. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, vous pouvez dire, bon, je vais essayer de bien taper ma balle. Alors, après, donc ça pourrait être positif, mais ça va pas forcément donner des émotions positives, parce que si au fond de vous-même vous dites non, je peux pas y arriver à faire ça, ça va entonner un ressenti négatif, parce que vous allez vous discréditer à vos propres yeux, et donc l'émotion va être négative. Donc une pensée qui a l'air positive n'est pas forcément suivie d'une émotion positive. Ça dépend si on y croit vraiment ou pas, vraiment au fond de nous-mêmes. Donc, alors, après, on pourrait dire, bon, pendant un match, allez, on se motive, on dit, bon, j'y vais. On pourrait dire, ça y est, c'est une émotion positive. Mais le problème, c'est si on a accumulé trop d'émotions négatives avant, on va pas d'un seul coup, comme ça, en une seconde, pouvoir basculer. Il va y avoir des traces. Et alors, ces traces, c'est pour ça que j'ai dessiné une balance, fait que euh, donc si vous avez le plateau des balances qui est descendu, donc qui est rempli de plein d'émotions négatives, il ne faudra pas une seule émotion positive pour faire basculer de l'autre côté, il en faudra plusieurs. Donc c'est pour ça qu'en fait, euh, le changement pendant un match, il va être assez progressif, il va y avoir une certaine inertie.
on va pas s'être transformé comme ça en une seconde ou en une demi-seconde, parce qu'il y a toutes ces traces qui vont rester et qui font que bah, la balance, elle va pas forcément tourner d'un côté ou de l'autre d'un seul coup en fait. Après, ces attitudes, bah, elles vont donner soit, enfin, ces émotions, je veux dire, vont donner soit des attitudes positives et négatives. Bon, j'ai visualisé par un enfant. En fait, parce que ce qui est amusant, c'est que chez les bébés, en fait, ils peuvent passer d'un sourire à un pleur en une seconde. Parce qu'en fait, ils sont dans le présent. Ils sont pas dans le passé. Donc, ça veut dire ce qui est arrivé juste avant, ça va pas laisser spécialement de traces. C'est-à-dire, ils vont vraiment réagir à l'émotion à l'instant T en fait. Et ils sont vraiment dans le maintenant, ils sont vraiment dans le présent. Et c'est pour ça qu'il y a des bascules d'attitude plus ou moins. Et alors nous, adultes, on a tout un effet de mémoire qui fait on va garder en fait des émotions négatives ou positives un certain temps. Et donc il va pas y avoir une rupture comme ça, une rupture d'attitude comme chez les bébés. Mais c'était pour visualiser. Et du coup, tout ça, au niveau des attitudes, c'est ce qu'on va appeler le body language, c'est-à-dire le langage du corps, où on va pouvoir comprendre par le corps, en regardant, donc en analysant le corps, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, dans le psychique du joueur, et notamment chez l'adversaire. Donc il y en a un qui était justement qui a été complètement à l'encontre, c'est Borg en fait, puisqu'il ne donnait plus aucun signe à l'adversaire, ce qui pouvait être assez déroutant. Et il avait finalement un contrôle de lui-même, et donc finalement il a réussi à étouffer un petit peu le mental, qui ne venait pas parasiter en fait toutes ses pensées, et donc avoir cet enchaînement pensée, émotion, attitude, comme peut y avoir chez certains joueurs. Alors, justement, je parlais du ici et maintenant, je vais essayer de le visualiser pour bien le faire comprendre. En fait, on a un axe des temps, on va voir dans un graphique, en fait, espace-temps. Donc normalement, c'est en 4 dimensions, puisqu'il y a 3 dimensions de l'espace, donc je vais le représenter par un seul axe, ici. Et donc, notre corps, il est forcément dans le présent. Et on n'arrive pas encore à se téléporter, donc notre corps, il est dans le présent. Et normalement, il y a notre esprit qui est également dans le présent avec lui. Sauf qu'en fait, notre esprit, il va bouger dans tout cet espace-temps. Et c'est pour ça qu'il y a le ici. Ici, c'est pour être à l'endroit du présent, à l'endroit du corps en fait, et le maintenant, c'est pour être dans le présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a une perte de concentration, quand on commence à penser à ce qu'on doit faire à la maison, quand on pense au travail qu'on a à faire, quand on pense finalement au terrain d'à côté, on le regarde, en fait, notre esprit, notre cerveau se décale. Il n'est plus sur notre terrain. Donc il y a un mouvement dans l'espace. Et donc il n'est plus dans le ici. Il est à côté. Donc, bon, tout le monde l'a vécu, et donc ça suppose qu'il il faut arriver à le ramener, en fait. C'est là où on a un travail de concentration, il faut le ramener dans le ici. Et ensuite, tout ce qui est concernant le maintenant, en fait, notre cerveau va aussi naviguer dans le passé et dans le futur. Il va naviguer sur cet axe des temps. Par exemple, on a un point fini, on a perdu le point, donc quand on y pense encore, ou on a l'arbitre qui a fait une erreur, on y pense encore, et donc finalement on reste dans le passé. On n'a pas réussi à faire un reset, faire en sorte que l'esprit revienne dans le présent, c'est-à-dire là où on est, le point presque futur qui va arriver dans la demi-seconde derrière. Et également, on peut être dans le futur lorsqu'on va anticiper un score, c'est-à-dire on commence à se voir gagner, on commence à se voir perdre. On imagine que tiens, ce set-là, on va le finir sur ce score-là. Enfin voilà, tout ce qui fait que on va penser au match qu'on va faire d'après si jamais on le gagne. Donc voilà, donc tout ça, ce déplacement dans l'axe des temps, ça correspond au maintenant qui n'y est pas. Et donc le travail de concentration, ça va être justement de ramener en fait de ramener ce cerveau là sur le corps en fait, dans le présent et le maintenant. Et donc pour ça, bon, il y a pas mal de choses, il y a notamment donc la positive attitude. Alors ça vient, donc du coup, intervient dans la mentalité, donc ça vient avant le mental. Ça va être l'état d'esprit. Donc c'est remplacer le pas par le peu, en fait. Trop souvent, on est trop négatif. On pense, on s'engueule. Pourquoi t'as pas fait ça, enfin pourquoi t'as perdu, pourquoi t'as raté, voilà, donc il y a le côté négatif sur lequel on insiste, donc on se focalise sur le problème, et en fait en faisant par le peu, on peut mettre
faire réfléchir. En fait, notre cerveau va toujours va fonctionner comme un moteur de recherche en fait, et il va pouvoir mettre tous les moyens sur les solutions, mais à condition de dire, au lieu de dire pourquoi tu as raté ton service, plutôt dire qu'est-ce que je peux faire pour le réussir, comment je peux le réussir, et pas pourquoi t'as pas réussi. Donc ça va faire une différence énorme dans le sens où on va être sur la solution au lieu d'être sur le problème. Comme on dit souvent, il n'existe pas de problème, il n'existe que des solutions. Et également, donc déjà, donc il va falloir tourner l'angle de vision des choses, et puis aussi de tourner aussi parce que on est un pays francophone, un peu latin, donc on n'est pas dans le côté anglo-saxon. Nous, en France, on dit prendre un risque. Donc, quand on tente quelque chose, c'est prendre un risque. Et les anglo-saxons, ils disent prendre sa chance, take your chance. Donc, du coup, c'est pas le même angle. C'est-à-dire que prendre un risque, ça veut dire ça met l'accent sur le ratage. Prendre sa chance, ça met l'accent sur la réussite. Donc, voilà, il faut essayer de faire attention à son vocabulaire qui va donc faire intervenir des pensées et un angle de vision qui va être différent. Alors, j'avais parlé tout à l'heure aussi, c'est la notion de deuxième cerveau. En fait, notre estomac, enfin le trip, là, donc la partie gastrique, là, contient 200 millions de neurones. Donc, ce qui n'est quand même pas rien, et ça participe en fait à la gestion de nos émotions. La preuve, c'est quand on a notre subconscient qui intervient, donc quand on est en état de stress, on a mal au ventre, on a des tremblements, on a le souffle coupé, donc en fait, on a notre corps qui va être influencé par cet état de stress, et notamment le mal de ventre ou l'espèce de diarrhée ou les envies de pipi et choses comme ça. Donc, qui vont être entraînés, le pipi de la peur, je disais, voilà, qui vont être entraînés par notre cerveau, et donc ça veut dire notre subconscient influe sur le corps. Et donc tout le travail, ça va être de prendre le contrôle de son inconscient ou de son subconscient. Et bon, il y a il doit y avoir une différence, je suis pas hyper spécialiste là-dedans, entre l'inconscient et le subconscient, et faire en sorte qu'on arrive à contrôler un peu cet inconscient pour pouvoir un peu inhiber ces côtés mentaux. Donc, je voudrais finir par une citation en fait, qui, vous verrez le nom de la personne, qui dit que sois attentif à tes pensées, elles deviennent tes mots. Sois attentif à tes mots, ils deviennent tes actions. Donc on est dans l'enchaînement, la pensée, émotion, attitude. Sois attentif à tes actions, elles deviennent tes habitudes. Sois attentif à tes habitudes, elles deviennent ton caractère. Sois attentif à ton caractère, il devient ton destin. Et c'est de Mahatma Gandhi. Voilà, on va terminer là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations intéressantes. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite de visiter mon blog pour voir de nombreux articles et récupérer des fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter, ou de me contacter par mail. À bientôt!